face à face. Tout de suite, notre face à face, on va s'intéresser à la manière d'organiser et de vivre Noël cette année. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut inventer, quel impact ça peut avoir sur notre morale. Ce sont les questions qu'on va se poser. On est en ligne avec Xavier Noël, qui est docteur en psychologie à l'Université libre de Bruxelles, et Yves Copeters, qui est professeur à l'école de santé publique, également à l'ULB. Et puis la peine qu'on vous présente Yves Copeters. On l'a déjà entendu régulièrement sur cette antenne et dans d'autres. Pour être tout à fait transparent, on aurait dû avoir une historienne pour avoir un petit éclairage supplémentaire sur ce que représente Noël et puis sur l'impact que peut avoir également Noël, mais cette historienne est finalement indisponible. Donc on va faire le débat avec Xavier Noël et Yves Copeters. Je vais peut-être commencer avec vous, Monsieur Copeters. On a le sentiment qu'on a choisi, on a opté au niveau du gouvernement fédéral et du comité de concertation pour des mesures relativement strictes à Noël. Une personne en plus de son foyer, ça veut dire qu'on craint vraiment cette période des fêtes comme une période qui peut vraiment relancer la contamination ? Alors oui, bien sûr. En fait, les fêtes arrivent entre guillemets trop tôt par rapport, je dirais, à la diminution, à la décroissance actuelle des indicateurs. Et c'est clair qu'on a peur d'un rebond lié à ces fêtes. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se permettre, en tout cas sur un plan épidémiologique, deux rebonds, un lié aux fêtes de Noël et puis un 7 jours après lié au Nouvel An. Et c'est clair que les mesures sont très restrictives. C'est plus restrictif qu'en France ou dans d'autres pays limitrophes. Mais c'est un choix et c'est une ligne forte que nos décideurs font. Maintenant, voilà, il faut bien l'expliquer sur un plan social et que les gens comprennent la nécessité de le respecter. Ouais. Ce délai de 7 jours entre Noël et Nouvel An, il est important parce qu'il faut comprendre que 7 jours, c'est quasiment la période d'incubation. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pourrait être contaminé à Noël et être contaminé en Nouvel An sans le savoir. Voilà, tout à fait, bien sûr. Donc, on réaugmenterait les transmissions à Noël parce qu'il y a un relâchement nécessaire. Et puis, alors, bien sûr, les fêtes de Nouvel An, on sait très bien que ce sont des fêtes beaucoup plus, sont des fêtes différentes où c'est pas la cellule familiale qui prime, c'est d'autres types de regroupements et surtout chez les jeunes. Et donc là, on craint qu'en effet, toute une série de gens peu symptomatiques ou asymptomatiques transmettent fortement Donc, on peut pas se permettre deux événements à risque comme ça successifs parce que là, on risque d'avoir mi-janvier des mauvaises surprises. Ouais. Est-ce que si je reçois des gens chez moi, mais que je reste à distance, que je leur fais pas la bise, que je suis dans une pièce relativement aérée, je prends un risque quand même ou pas ? Alors oui, vous prenez un risque parce que vous allez passer du temps avec eux. En fait, c'est vraiment le temps que vous passez avec les personnes qui vous met à risque. C'est-à-dire que s'ils viennent et en 10 minutes, ça c'est fait, le contact est fait, non, ça c'est peu à risque si vous gardez vos distances. Maintenant, si vous passez tout un repas avec eux et que quand même il y a des moments où vous allez vous rapprocher et c'est normal en termes de convivialité, là vous vous mettez à risque. Et puis vous savez que l'aération des pièces et des maisons, c'est quand même très compliqué à Noël et le soir ou en tout cas en général pendant l'hiver. Et donc voilà, simplement le fait de rester longtemps avec une personne ou des personnes vous met à risque. Alors, je vais me tourner vers Xavier Noël, donc docteur en psychologie. Ça sert à quoi, toutes ces fêtes qu'on a, donc Noël, Nouvel An, mais on pourrait parler peut-être d'autres fêtes plus tard, à d'autres moments de l'année. C'est ça qui crée du lien social et c'est pour ça que ça peut nous faire mal de se dire qu'on doit y renoncer ? Oui, je pense que ça renforce profondément les résiliences individuelles, comme on dit bien volontiers. C'est-à-dire cette capacité qu'on a à encaisser les difficultés de la vie. Alors cette année, en 2020, évidemment, la capacité à encaisser des gens a été mise à rude épreuve. Je pense que nous bénéficions tous d'une sorte de réserve psychologique, si vous voulez, et on voit bien les courbes qui situent le bien-être des Belges très bas après le confinement et qui remontent dès lors que le confinement est levé pour à nouveau redescendre maintenant. Cette limite n'est pas étendable, je dirais extensible à l'infini, et il est essentiel, de mon point de vue, que des rituels familiaux, car c'est bien de ça qu'il s'agit, un rituel familial qui fait pour certains qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils parviennent à exprimer leurs émotions aussi en public telles qu'ils ne le font pas d'ordinaire, s'ils ont respecté les mesures sanitaires jusqu'à présent. Les fêtes de Noël, c'est une manière, je dirais, de fournir des réserves psychologiques pour la suite. Ouais. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la religion, le fait d'être croyant, pas croyant, ou est-ce que maintenant Noël et le Nouvel An, ça transcende tout ça et on peut dire que c'est une fête quasi universelle en Belgique ?
Alors, la population en Belgique est vraiment multiple. Vous avez des gens qui ont une conviction religieuse forte, même si ce pourcentage, l'on observe qu'il a tendance à diminuer. Je pense que c'est cette année, plus que pour les autres années encore, une réunion d'ordre familial, c'est-à-dire une réunion qui consiste à mobiliser au mieux les ressorts sociaux. Dès lors qu'ils sont affaiblis vers l'extérieur, ils pourraient avoir tendance, et c'est la définition même de la résilience, c'est développer des ressources supplémentaires dans des situations d'adversité. Il pourrait y avoir la possibilité que les liens familiaux se développent bien davantage que les autres années. Cette possibilité a été réduite du fait de la décision qui a été prise et de la manière de la communiquer. Alors peut-être rester un instant sur ce que vous venez de dire, la manière de communiquer. Ça veut dire qu'on aurait pu l'annoncer d'une manière un petit peu différente, que le gouvernement ou le comité de concertation vendredi ont peut-être été un peu abrupts? Oui, je pense. Je pense sincèrement que la question, donc, quelle que soit la mesure sanitaire, je pense que la question de la communication politique est absolument essentielle pour une simple raison. Il ne s'agit pas, évidemment, le plus souvent de faire rentrer les gens dans des cases. Il s'agit, évidemment, d'essayer d'obtenir leur approbation et je dirais même plus leur engagement actif. Alors, nous connaissons ça dans le domaine de la psychologie clinique, car nous avons l'habitude de travailler avec des gens qui manquent de motivation pour faire quelque chose. Il peut s'agir d'arrêter de boire ou consommer moins d'alimentation. Eh bien, pour y parvenir, on a une série de règles et ces règles sont essentiel pour organiser la communication politique, comme l'on l'a vu en France lors de la dernière élocution, mais aussi en Allemagne, et aussi en Espagne, en Italie et même en Angleterre. Je pense que préserver les personnes, les informer, sans dramatiser, éviter toute forme de culpabilisation, se montrer empathique en désignant les populations à risque, sans avoir peur de le faire, montrer aussi les difficultés qu'il y aura à organiser les fêtes de fin d'année. Toutes ces choses-là manifestent d'une envie de prendre les citoyens comme une personne responsable, capable de décider avantageusement. Je pense que le ton, l'approche qui a été abordée utilise un vieux ressort en vérité, mais qui n'est à mon avis plus très efficace, qui est le ressort de la peur. Donc on promet des difficultés pour générer une motivation à faire très attention, alors qu'à mon avis, vraiment, cette fois-ci, je n'ai pas l'habitude de contester le politique par principe, mais clairement, la communication politique devrait être mise à jour, car aujourd'hui, les gens ont moins de peur, le consentement est en train de s'effriter et la parole politique est un peu moins écoutée que par le passé. Donc, c'est le moment de communiquer d'une manière différente, me semble-t-il. Alors, Yves Copiters, le consentement est en train de s'effriter. On verra dans les faits peut-être si c'est vrai ou pas cette analyse de Xavier Noël. Mais est-ce que c'est une inquiétude pour vous? Parce qu'on voit bien là qu'on met deux choses en balance. On a d'un côté l'exigence sanitaire d'endiguer ce virus. De l'autre côté, on a la santé mentale et puis l'envie de tourner cette page et d'avoir une vie la plus normale possible. Est-ce qu'il y a un risque avec cet effritement de la confiance que vient de nous décrire Xavier Noël que ce qui a été annoncé ne soit pas respecté? Est-ce que ça vous inquiète? Alors oui, bien sûr, c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à sensibiliser et favoriser l'adhésion de la population. Et on a d'ailleurs vu dans certains médias ce week-end des personnes tout à fait contre les mesures qui s'exprimaient. Et donc là, je pense que là, c'est vraiment, on est dans des séquences contre-productives. C'est-à-dire qu'il faut refaire alors un travail de sensibilisation, d'information. Et il ne faut pas convaincre, mais il faut donner les informations justes aux gens et que les personnes se rendent compte qu'il faut encore faire cet effort, au moins, en tout cas jusqu'à la fin de l'hiver, mais cet effort important au moins jusqu'à la fin décembre pour y arriver. Et donc oui, il faut vraiment absolument travailler sur cette adhésion et malheureusement, ce qui se passe parfois dans les médias est très contre-productif. Ouais. Alors Xavier Noël, j'ai envie de vous demander, à Noël, fêter à Noël par Skype, pour reprendre une célèbre formule politique, ou se dire tiens, je reçois des gens mais je les embrasse pas, ou je vais recevoir mes parents mais pas mes enfants, ou l'inverse. Est-ce que ça reste un Noël qui peut nous faire du bien, ou est-ce que la tension, le fait de devoir choisir, le fait qu'on est peut-être dans des conflits de loyauté parfois font que ce sera de toute façon un Noël raté? Ou est-ce qu'il y a des solutions pour faire un Noël réussi? Donnez-nous une clé. Je ne vais pas vous dire que le Noël sera raté, mais il sera
réinventé pour le moins. Donc, effectivement, on n'attend pas de nos concitoyens de la docilité. Nous n'avons pas de solution pour rendre leur Noël agréable. Vous l'avez dit, 2 enfants, 3 enfants, lequel je choisis, j'invite mes parents ou mes beaux-parents. Enfin bon, toutes ces choses-là, vous pensez bien que ça peut être le fait de grands problèmes et de grands conflits. Non, c'est un Noël à réinventer. C'est une manière je dirais, de dialoguer autrement avec sa famille, essayer d'en tirer quelque chose de très positif, mais la base de tout cela, c'est le consentement, c'est la participation active à la décision politique. Je pense que des questions de ce point de vue, la plupart des Belges se posent des questions très simples. Pourquoi les Français qui sont d'ordinaire si sévères ont considéré que pour les fêtes de fin d'année, il fallait lâcher la bride? Pourquoi ? Je pense que c'est des questions qui ne sont pas évidentes, qui ne peuvent pas être tranchées d'un coup, je dirais, d'une justification rapide sur le plan scientifique, parce que bien sûr, de très nombreux pays comportent de très nombreux scientifiques. Donc, pour éviter que ce consentement ne soit réduit, pour éviter que les gens mettent simplement leur imagination au travail pour trouver d'autres solutions, encore faut-il qu'ils comprennent la décision, comme ça vient d'être évoqué, qu'ils se comparent avantageusement, qu'ils comprennent bien le contexte, qu'ils donnent une direction et un sens à leur action. Autrement, nous pouvons craindre le pire, c'est-à-dire que les gens fassent fi des obligations supplémentaires qui leur sont imposées. Alors Yves Copiter, c'est l'élément de réponse. Pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas de plafond pour les fêtes de Noël? Pourquoi est-ce qu'en Allemagne, c'est jusqu'à 10 personnes et pas chez nous? Même si on se rappelle que les Français, ils ont eu un vrai confinement et que, par exemple, ils n'avaient pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez eux, ce qu'on n'a jamais ou quasiment jamais connu, en tout cas pas dans la dernière période en Belgique. Oui, tout à fait. Donc des mesures beaucoup plus fortes en France, mais c'est vrai qu'un relâchement pour Noël et Nouvel An, avec des risques qu'ils prennent, clairement. Mais c'est vrai que les indicateurs actuellement sont pas nettement meilleurs que chez nous, hein, donc on est quasi au même nombre de personnes par 100 000 habitants. Donc voilà, on est dans une même situation de risque, d'où on a une décision beaucoup plus forte, beaucoup plus dure, qu'on devra assumer, entre guillemets. Ce n'est pas le cas en France, avec bien sûr le risque d'un vrai rebond en France à la mi-janvier, et ça, il faut être réaliste. Et je pense que les professionnels de santé sur les plateaux français l'expriment comme les professionnels de santé cliniciens en Belgique, qu'il y a un vrai risque pour janvier, et que là, vraiment, les pouvoirs publics sous-estiment, je dirais, ce risque. Ouais. Est-ce que faire appel au bon sens, comme l'a fait Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée en disant c'est pas le moment de faire des grandes tablées, ça suffit pas? Ah, je pense pas, non, malheureusement, non. On l'a bien vu. La responsabilité collective, elle existe. Hein. Je pense qu'il y a vraiment une vraie compréhension de la situation par la majorité d'entre nous, mais on sait très bien que cette épidémie, elle peut reprendre par une minorité d'entre nous, c'est-à-dire toute une minorité de gens qui ne respecteraient pas les règles et qui simplement, après les fêtes, favoriseraient des clusters de transmission dans d'autres milieux de vie. Et donc ça va être la catastrophe. Et donc malheureusement, ce sera la minorité qui entraînera les conséquences. Donc oui, donc je pense que c'est un mauvais discours, et venant d'un politique, c'est quand même étonnant de permettre ce niveau de risque. Oui. Alors, on devait avoir une historienne, elle n'est pas là, mais je lui aurais demandé de nous raconter ce qui s'était passé avec la grippe espagnole, où il y a eu 3 vagues, en fait, pour la grippe espagnole, et où la 3e vague était, on pense, peut-être une conséquence d'un relâchement à Noël. C'est quelque chose qui, pour vous, est établi et qui est un bon exemple ou pas? Ah, tout à fait, bien sûr. Je pense qu'il y a tellement de similitudes avec ce qui s'est passé avec la grippe espagnole. Pas du tout de similitudes sur un plan historique, parce qu'on est dans une autre période de guerre, etc. Mais une vraie similitude dans la compréhension du phénomène épidémique et des mesures qu'il fallait prendre à l'échelle de la population. Donc oui, bien sûr, moi je ne suis pas du tout historien et spécialiste de cette pandémie-là, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de cette épidémie, en effet. Ouais, Xavier Noël, convoquer l'histoire et dire, tiens, voilà... en 1919, parce que si je ne me trompe pas, c'est le Noël 19 où il y a eu la 3e vague, c'est quelque chose de pertinent et ça peut convaincre des gens? Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que les temps ont terriblement changé, et notamment le rapport à l'autorité et à la verticalité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt si le sentiment de peur et d'urgence n'est pas intrinsèquement chez les gens, comme ce fut le cas pour la première
pour la première vague, les gens ont eu terriblement peur et le consentement a été très élevé. Je pense qu'il y a plutôt un intérêt à considérer des politiques de responsabilisation du public. Et ce n'est pas en utilisant le terme de responsabilisation du public qu'on responsabilise le public. C'est vraiment en faisant état de ce qui a amené à cette décision, du risque que l'on prend de ne pas la respecter, des inconvénients que l'on identifie à devoir la respecter. Vous voyez, ça, le politique a toujours peur de dire, comme vous l'avez dit, peut-être que ce Noël va être partiellement gâché. Ça fait partie de ce à quoi les gens pensent. Et donc, il est absolument essentiel dans une perspective de communication politique responsable, de mon point de vue, de l'aborder. Je pense aussi à l'incarnation du politique. Donc, si vous avez mentionné tout à l'heure le cas de l'Allemagne et le cas de la France, vous voyez la mise en scène politique, l'incarnation forte qui est faite, l'attention qui est portée au niveau des couleurs, au niveau du décorum. Enfin, je ne sais pas si vous voyez tout cela. Regardez un peu comment les choses se sont passées vraiment dans des tons gris, ternes, avec des personnages assez mal identifiés. Enfin, vous voyez bien que la question de la communication politique, il y a de la place, il y a de la marge pour faire beaucoup mieux, me semble-t-il. Et au final, je dirais, augmenter le consentement et la part active que nos concitoyens peuvent jouer dans une épidémie qui n'est pas un sprint, mais un marathon. Je pense qu'il fallait parier davantage sur cette capacité que nous l'avons fait. Ouais, même si les communications d'Emmanuel Macron, qui sont effectivement très formatées, très bien mises en scène, très bien réalisées à la télévision, c'est aussi une autre tradition que la tradition politique belge. Donc on est dans deux systèmes différents et que malgré tout, la communication d'Emmanuel Macron, elle va quand même être contestée en France. Je voudrais terminer avec une dernière question pour tous les deux. Essayez de nous donner une manière de passer le mieux possible cette période, même si ce sera donc un Noël un peu gâché, comme on l'a dit. Peut-être comment vous allez le passer et quel est le conseil que vous donneriez sur la manière dont moi ou nos téléspectateurs ou auditeurs peuvent envisager un petit truc pour que ce soit un peu moins lourd que ce compressant. Yves Copiters. Non, moi je pense qu'il faut se projeter sur des fêtes festives en petites cellules et en cellules familiales. Il faut quand même pas oublier que les personnes isolées vont avoir beaucoup de mal et la règle des 2 personnes qui peuvent inviter est une règle très compliquée. Et donc c'est pas aussi parce que l'isolement, c'est pas facile aussi d'inviter comme ça 2 personnes. Et donc il y a aussi toute une série de mesures de soutien qui manquent. Mais on peut aussi se projeter dans cette fête de Noël à la suite, c'est-à-dire se projeter sur des fêtes peut-être au printemps ou en été, pas de projeter Noël sur l'été. C'est pas ça que je veux dire, mais des fêtes familiales ou des fêtes qu'on a reportées à d'autres moments et se projeter là-dessus, et ça peut nous donner de l'énergie pour Noël. Xavier Noël, penser à la fête du futur, ça nous aide à oublier l'absence de fête au présent ? Oui, effectivement, il est toujours préférable d'être optimiste que pessimiste. Effectivement, c'est un signe de santé mentale. Très prosaïquement, je dirais des cyber-apéros, certainement. Donc ça, c'est vraiment bien. Surtout quand on a des familles grandes. Utiliser au maximum l'humour, le décalage. La Belgique, nous avons normalement cette capacité-là pour se dire qu'on est vraiment dans des situations un peu folles, un peu dingue, il faut bien le reconnaître, nous réapproprier notre sentiment de liberté. En fait, beaucoup de gens ont le sentiment qu'on leur enlève leur liberté, et donc il nous faut recouvrer un sentiment de liberté très fort. Donc un apéro certainement, en y mettant un maximum de personnes, je dirais, qui vous manquent, et pourquoi pas aussi la période de dessert. Et puis dans les perspectives futures, oui, anticiper des événements heureux et probablement un moment familial hors fête qui compensera tout ce qui nous a manqué et qui nous permettra de nous accrocher à une perspective favorable. Donc prévoir déjà qu'on va pouvoir se retrouver à un moment où les conditions sanitaires le permettront. Merci beaucoup Xavier Noël, vous êtes docteur en psychologie à l'ULB, et Yves Copeters, professeur à l'école de santé publique de l'ULB également. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Il va bientôt être 13h, on va tourner une page de pub et puis on va parler de la vie du web. BX1+.